Le problème, c'est pas le Parlement lui-même. Ce sont les élus qui s'y trouvent. Ce sont les élus qui s'y trouvent. Faut que nos concitoyens nous suspendent de voter pour 1000 gouttes. Nous, c'est Marchandise Haïti. Quel que soit côté information, nous pouvons chercher le poter le baou, Jean Lia. Marchandise Haïti, c'est la seule plateforme sociale YouTube qui va jamais vous monter sous personne. Nous pas vendre ça. Si vous avez une vidéo, prêtez-nous chez Waxor pour un petit chaise bar, invitez 2-3 amis qui ont bien carré sur Tandia, n'a pas osé, n'a pas alcoolé. Film cap fait, film cap fait. Bonsoir. Bonsoir. Windsor des autres. Nous avons osé être libres. Soyons-le par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Ce sont des mots de Jean-Jacques Dessalines. Une aspiration. Ensemble, collectivement, voyons comment nous pouvons nous-mêmes aujourd'hui briser les chaînes de la pauvreté et du sous-développement. Mesdames et messieurs, je vous invite ce soir à explorer avec moi comment nous pouvons réinventer ensemble une nouvelle Haïti. Après le constat d'échec généralisé de l'État haïtien depuis ces 30 dernières années, notre pays connaît une véritable descente aux enfers, caractérisée par la faillite des élites, la détérioration des conditions de vie de la population et la mauvaise gouvernance. Cette situation catastrophique engendre une crise sociétale où nous faisons face à un État complètement démissionnaire et incapable de faire face à ses responsabilités et de produire des solutions politiques favorables à la population. Face à une situation aussi chaotique, Haïti a besoin, pour les 25 prochaines années, ou en tout cas pour son futur en général, pour sortir d'un tel marasme, d'une rupture avec un tel système, de mauvaises pratiques, et d'une relance économique avec un taux de croissance à 2 chiffres, et de grandes réformes, notamment politiques, afin d'impulser une nouvelle dynamique, de réconcilier la nation avec elle-même et de créer une stabilité politique et sociale nécessaire au développement durable. Il est primordial de comprendre que le développement de tout pays doit avoir 3 grands axes pour base. Un système agricole solide et dynamique, une éducation de qualité, une bonne infrastructure de santé. Haïti ne peut pas échapper à cette dynamique si elle veut engager dans la voie du développement durable. Concernant un système agricole solide et dynamique, depuis notre tendre enfance, on nous a toujours dit qu'Haïti est un pays essentiellement agricole. Pourtant, nous assistons à une dégringolade de notre système agricole où nous sommes obligés de presque tout importer. Notre système agricole doit être au cœur de notre économie. Il doit représenter une large part du produit intérieur brut. Il doit représenter également une bonne source de devises. Haïti ne pourra pas vraiment progresser sur la voie de l'expansion économique, de la réduction de la pauvreté et d'une plus grande sécurité alimentaire si elle ne valorise pas ses ressources humaines et les capacités productives potentielles du secteur agricole pour pouvoir accroître sa contribution au développement économique et social du pays. Une production vivrière est un système agricole solide et dynamique, et par conséquent l'un des principaux piliers de la stratégie de croissance économique et de développement. Les liens étroits en amont et en aval existent à l'intérieur du secteur rural ainsi qu'avec les secteurs de l'économie, produisent en outre un effet de stimulation de la croissance et de la génération de revenus. L'agriculture en Haïti ne peut pas continuer à être considérée comme un facteur résiduel. Ne pas continuer à retenir davantage l'attention des pouvoirs publics et d'être négligé dans les investissements. Il est inconcevable que l'agriculture ne représente que 6,5% du budget 2018-2019, qui au passage n'a jamais été voté au Parlement. Seule une option radicale pourra réduire cette pauvreté généralisée
et enclencher une dynamique de développement profitant au plus grand nombre. Pour accroître la production nationale, les revenus agricoles, clé de la demande rurale et de l'indispensable diversification, il faut obligatoirement augmenter la productivité et garantir un meilleur accès aux ressources et au marché. Le niveau de pauvreté général du pays, et particulièrement en milieu rural, impose des investissements massifs dans les biens publics, en infrastructures, en formation, en innovation. La cohérence de ces investissements doit s'appuyer sur des stratégies de développement intégrées, visant explicitement la lutte contre la pauvreté et l'épanouissement du secteur agricole. Une grande réforme au niveau de l'enseignement est primordiale pour l'avancement du pays. À la porte d'entrée d'une université en Afrique du Sud, on peut trouver un message inscrit. Détruire un pays ne nécessite pas l'utilisation de bombes atomiques ou l'utilisation de missiles à longue portée. Il suffit d'abaisser la qualité de l'éducation et de permettre la tricherie aux examens par les étudiants. Les patients meurent aux mains de ces médecins. Les bâtiments s'effondrent aux mains de ces ingénieurs. L'argent est perdu aux mains de ces économistes et comptables. L'humanité meurt aux mains de ces savants religieux. La justice est perdue aux mains de ces juges. L'effondrement de l'éducation est l'effondrement d'une nation. La jeunesse haïtienne représente une ressource essentielle et la force motrice du développement. La valorisation de ce capital est tributaire de l'éducation et de la formation à travers un système éducatif parfaitement adapté aux réalités économiques et sociales du pays pour être à même d'en assurer le développement durable. Atteindre les objectifs d'une éducation tournée vers le développement exige de repenser le système éducatif tout entier. Certains pays considèrent aujourd'hui comme les meilleurs pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économique. On y voit un système égalitaire et efficace. La scolarité est obligatoire et gratuite jusqu'à un certain âge. Cette gratuité s'entend jusqu'à la cantine, aux fournitures scolaires et même aux frais de transport. L'objectif de la réforme est de réduire les inégalités. L'éducation doit assurer l'égalité des chances pour tous. L'égalité des chances, c'est aussi un principe. L'école obligatoire L'école obligatoire est gratuite pour assurer l'égalité entre tous les citoyens. Haïti, pour se développer, doit s'attacher à l'idée de justice sociale sous toutes les formes. La tradition républicaine doit se reposer sur les principes selon lesquels la seule manière de réduire ces inégalités inacceptables, c'est de construire une compétition qui permettrait de dégager une autre hiérarchie. L'école doit être l'endroit par excellence à pouvoir transmettre les valeurs et les principes dans sa capacité de former les citoyens d'une nouvelle Haïti. Il est important de souligner qu'une éducation de qualité a un rôle déterminant dans le développement d'Haïti. Il est incontournable de penser au développement d'un pays sans la mise en place d'un système éducatif de qualité généralisé et non d'une éducation à double vitesse comme c'est le cas actuellement en Haïti. Une éducation pour les gens aisés, une éducation pour les pauvres. Le programme académique de l'éducation nationale doit être un seul pour tous et pour toute la République. Donc une grande réforme devient une urgente nécessité et la formation et le recyclage des enseignants une obligation. Le développement de l'éducation de masse est lié à la croissance par le biais essentiellement de l'aptitude à maîtriser et à développer le processus technique. Une société stable et démocratique est impossible sans un niveau minimum de connaissance et de maîtrise de la langue de la part du plus grand nombre et sans l'acceptation répandue d'un ensemble de valeurs communes. L'éducation peut contribuer aux deux. Ainsi, les bénéfices de l'éducation d'un enfant ne vont pas seulement à sa famille et à ses parents, mais aussi aux autres membres de la société. L'éducation de mon enfant contribue à votre bien-être en favorisant une société stable et démocratique. L'éducation doit réconcilier
l'estime de soi et la nécessité de vivre ensemble au milieu des autres. Dans une société civilisée, permettre d'être à la fois un homme et un citoyen, une femme et une citoyenne. L'éducation ne représente que 12% du budget 2018-2019. Ce n'est pas assez. Une révolution éducative majeure doit voir le jour en Haïti afin de favoriser le développement durable. Pour rejoindre le docteur Delouche, il me semble. Delouche. Il est déterminant pour Haïti de mettre sur pied une bonne infrastructure de santé, car elle contribuera à la hausse du taux de productivité, de l'investissement, de l'épargne, de la scolarisation et de la formation de ses membres. À l'heure actuelle, Haïti ne semble pas accorder au secteur de la santé le rang de priorité. Il est à souligner qu'à ce jour, seul 7% du budget va au secteur de santé. La santé est toujours traitée en parent pauvre quand on compare son enveloppe à celle du Parlement. Historiquement, l'amélioration de l'état de santé d'une population et le développement économique sont intrinsèquement liés. La santé contribue à un ingrédient central du développement et elle peut être considérée comme un investissement en capital humain, qui joue un rôle important aussi bien dans les modèles de croissance endogènes que dans les théories néoclassiques appliquées à la santé. La santé est plus fondamentalement un outil précieux pour améliorer le futur économique et social d'une population, en améliorant les aspirations des individus ainsi que leurs capacités simultanément. La santé participe au bien-être des individus, ce qui a été traduit dans l'inclusion de l'espérance de vie dans le calcul de l'indicateur de développement humain. La solution au problème de la qualité des soins dans nos centres de santé est en étroite liaison avec la gouvernance du système sanitaire qui dépend du leadership des responsables des structures similaires ou de services. L'action du gouvernement, à cet effet, consiste d'abord à mettre en œuvre des réformes pour améliorer la qualité de la gouvernance et renforcer le leadership des structures sanitaires. Ensuite, il est primordial de procéder à des réajustements au niveau de l'effectif des agents de santé. Ceci a permis de créer des sites de convergence dont la finalité est de faire un impact positif sur la qualité des services. Certaines mesures clés deviennent indispensables pour un nouveau départ pour Haïti. Créer, par exemple, par département en partenariat avec les établissements financiers et les compagnies d'assurance, d'une entité chargée de la mise en œuvre de la politique de l'État en matière d'assurance maladie, de retraite, d'accès au crédit, pour les populations des secteurs agricoles, de l'artisanat, du petit commerce et de l'art. Mettre en place, par exemple, une politique de protection sociale, une assurance maladie et retraite, avec une cotisation individuelle des concernés complétée par une subvention de l'État. Permettre l'accès, voire même démocratiser l'accès au crédit, mettre en place un système d'identification moderne, mettre en place une fiscalité spécifique incitative à la formation des exploitations agricoles, de l'artisanat et encore une fois des petits commerçants. Améliorer le cadre législatif et réglementaire en matière de protection sociale. Réorganiser notre système de santé afin de mettre en place d'une manière plus effective un dispositif permettant l'accès au plus grand nombre aux soins de santé. Quand on parle d'insécurité en Haïti, elle n'est pas uniquement le fait de la population exposée aux dangers des gangs armés à travers le pays. La sécurité prend plusieurs formes. Elle est juridique, elle est sociale, elle est alimentaire, institutionnelle, environnementale et autres. Elle se manifeste également dans l'environnement des affaires. Nous vivons dans une insécurité totale et diverse. Cette triste réalité est la résultante de plusieurs facteurs, dont la défaillance de l'État, qui a démissionné dans son rôle régalien
celui d'assurer la protection des populations et des biens. L'insécurité demeure l'un des plus grands défis que doivent affronter les autorités haïtiennes. En effet, l'insécurité, en tant que source d'angoisse et de souffrance, on appelle à la notion de prévention et de mesures diverses en vue de restaurer un des besoins fondamentaux du peuple haïtien. Vous n'avez pas réussi à faire me bouche moi, non? Donc je disais que l'insécurité demeure l'un des plus grands défis que doivent affronter les autorités haïtiennes. En effet, l'insécurité, en tant que source d'angoisse et de souffrance, on appelle à la notion de prévention et de mesures diverses en vue de restaurer un des besoins fondamentaux du peuple haïtien. En Haïti, l'insécurité quotidienne compromet gravement la stabilité intérieure du pays. Mais voyons ensemble maintenant comment créer un environnement favorable au développement durable en Haïti. La croissance de l'investissement direct est étroitement liée à un environnement propice et stable, favorisant des incitatifs pour encourager les investisseurs. Il s'agit par exemple de créer un cadre réglementaire et juridique, par exemple des capacités requises pour gérer les investissements, de promouvoir et de faciliter l'investissement, d'attirer ceux-ci dans les infrastructures, de resserrer les liens entre les investissements et les échanges et d'encourager les entreprises multinationales et les petites et moyennes entreprises à participer à des principes de conduite responsable et éthique. Cependant, attirer l'investissement n'est pas une fin en soi. L'instauration d'un développement durable est tout autant question de qualité que de quantité. Il appartient donc aux responsables de l'action publique de tirer le meilleur parti des investisseurs entrants afin qu'ils produisent le maximum d'effets positifs au regard du développement en favorisant l'emploi, les transferts de technologies, les transferts de connaissances, la compétitivité entre les entreprises et les industries locales, la fin des monopoles. Tout pays en développement peut entreprendre une transformation structurelle et dynamique. Les individus, les institutions et les entreprises prennent les décisions d'investissement finales en fonction de leurs propres intérêts, eux-mêmes influencés cependant par des politiques qui régissent le coût et les avantages de l'investissement dans certains domaines. En d'autres termes, des politiques adaptées sont essentielles pour attirer l'investissement étranger et interne. La nécessité d'une grande réforme au niveau fiscal afin de doter l'État des moyens pour la réalisation de ces grands projets est incontournable. Dans l'ordre de la politique économique, une réforme fiscale présente une des tâches les plus urgentes de l'heure. Elle répond à la fois à des nécessités permanentes et à la situation actuelle de l'économie haïtienne. La faiblesse des finances publiques est un mal chronique de l'État haïtien. Elle met l'État à la merci des détenteurs des capitaux, auxquels les crises financières fournissent une occasion sans cesse renouvelée de faire obstacle à toute politique connue et cohérente de réforme sociale et d'émancipation des travailleurs. La réforme fiscale ne constitue pas seulement le moyen de mettre un terme au danger d'un énorme déficit budgétaire. Le déficit budgétaire est aujourd'hui de 30 milliards de gourdes pour l'exercice 2018-2019. Elle est un des instruments décisifs pour briser l'inflation alimentaire par l'afflux sur le marché de revenus monétaires excédentaires et par là l'une des plus sûres méthodes pour relever les salaires réels et le niveau de vie des Haïtiens. Nous avons toujours tendance à entendre parler de la diplomatie haïtienne. Toujours à dire son diplomatie qui n'est pas efficace, qui n'est pas professionnelle. Il est toujours à subir un paquet de critiques, effectivement. Il y a tendance à nommer diplomatio sous un mitaille. Bagage ça là, faut qu'il campe.
Faut que nous passions de la médiocrité à la compétence. Diplomatie a un gros rôle pour le jouer. La diplomatie peut être au service du développement en Haïti. La diplomatie haïtienne est dans une situation extrêmement grave. Une diplomatie inefficace, non offensive, caractérisée par des nominations exclusivement clientélistes. Absence de rayonnement international pour notre pays. Perte totale de crédibilité sur le plan international et plus particulièrement auprès de nos partenaires. La diplomatie doit être un véritable instrument au service du développement durable. Pour cela, une réforme en profondeur est requise. Nous devons intensifier et identifier les personnes les plus compétentes, quelle que soit leur couleur politique, pour assurer les fonctions diplomatiques de développement. Fermer les représentations diplomatiques qui ne fonctionnent pas. Rationaliser l'effet du personnel des représentations diplomatiques en fonction de nos besoins réels. Effectuer les recrutements d'appoint. Améliorer la qualité des services en assurant au personnel des formations adéquates. Nous devons mettre en œuvre une diplomatie plus efficace envers Haïti en vue de permettre le libre-échange commercial, conformément aux dispositions et aux accords bilatéraux. Mettre en place un programme d'incitation de l'investissement en Haïti pour la diaspora basé sur un accord fiscal avec les pays de résidence. Dans ce cas, l'État haïtien prendra particulièrement en échange d'incidences fiscales des revenus investis par la diaspora. Pour revenir un petit peu sur l'insécurité, je vais vous dire que le tourisme ne fait pas bon ménage avec l'insécurité. Le tourisme haïtien a connu de beaux jours, d'abord dans les années 50, où la perle des Antilles fut la première des Caraïbes à connaître l'intérêt des touristes. Plus de 145 000 touristes en 1959. Puis de nouveau dans les années 70-80. Deux périodes glorieuses pour le tourisme haïtien, interrompues par l'instabilité politique et ses remous. L'insécurité qui rend hasardeux les investissements, qui réduit considérablement la circulation des personnes, qui rend toute planification et organisation impossible. Pas de doute, les fluctuations touristiques du pays sont étroitement liées à son instabilité politique chronique, mais aussi au manque de sécurité sanitaire, routière et environnementale. En Haïti, le combat contre l'insalubrité suppose une transformation radicale de la mentalité, car l'insalubrité a été érigée en règle à travers tout le pays. Nos villes, particulièrement celle de Port-au-Prince, nous avons regardé dans le slideshow, photo fatra, plastique, cap traîné à terre. Bon côté, et tout près de Cité Soleil qui relève les truitiers. Par contre, si nous jamais entendu parler de truitiers. Oui? Yeah. Nous n'avons pas aucun management en termes de déchets solides en Haïti. Seul management que nous gagnons à ce niveau-là, c'est à laguer fatra truitiers. Moi-même mal visité truitiers. Son gros terre, un gros terrain, côté yo lagué fatra toute la sainte journée. C'est là que nous tout fatra que nous consommons, il y a le lagué yo. Pas aucun management en réalité. Fatra yo là, il y a décomposé. Ou gen famille qui a prêté truitier, ou gen ti moun, moi ouais yo azium qui a monté, a courir sur fatra, a regarder qui ouais pour qui ça yo ka sauver nos mi-temps fatra. Son bail catastrophique, il fait mal en pile. Mettre de l'eau dans les yeux. Pas besoin de aux conditions sanitaires. Ti moun sa yo a vivre là-dedans. Il y a quelques mois de ça, je suis visité Florida West Palm Beach, unité de traitement de déchets solides avec eau usagée. Très moderne, très efficace. Je suis campé sous tête de l'eau sale, je ne pas même prendre 100 de l'eau sale. Je ne pas prendre rien comme odeur. Je ne pas voir rien qui s'ablanc à faire la caille que nous-mêmes nous pas qu'à faire la caille.
Fatra, ou qu'à recycler, ou qu'à produire énergie avec, ou qu'à faire meubles, ou t'es capable de faire dans l'école avec plastique recyclé. Ou qu'à reproduire en propane tout. Donc pile bagaille on qu'à faire avec Fatra. Fatra, s'il bien gérer son richesse liée. La ville de Port-au-Prince, à l'instar des autres villes, sont mises en danger par ces déchets qui s'accumulent. Le problème de déchets qui menace la santé de la population et décourage les touristes, parfois nous-mêmes de la diaspora, à venir en Haïti. Il nous faut un mode de gestion des déchets solides, tout en construisant dans chaque ville des usines de compostage et de biomasse afin de valoriser les déchets et de régler les problèmes d'insalubrité une bonne fois pour toutes. L'insécurité, c'est aussi l'insécurité routière. Chaque année, des milliers, si ce n'est pas des dizaines de milliers d'Haïtiens meurent sur des accidents de l'autoroute. Loin de toucher une priorité des pays industrialisés, où se concentre l'essentiel du parc automobile, ce fléau frappe de plein fouet les pays en développement, et en particulier Haïti. Près de la moitié des victimes de la route sont des piétons, des cyclistes et des motocyclistes. Un sentiment d'insécurité routière est largement répandu dans la population. Il est à souligner que les usagers de la route contreviennent régulièrement aux normes de sécurité routière en vigueur. Mais ce qui inquiète le plus, c'est que la police ne dispose pas toujours des moyens matériaux et légaux de ses ambitions de protection et de service. Par exemple, aucune loi ne vient encadrer l'usage de l'alcool au volant. Il en ressort que le taux d'alcoolémie des chauffeurs ne peut être contrôlé par la police nationale. La sécurité routière ne se limite pas aux accidents de la circulation. Elle concerne également le piteux état de certaines routes, le délabrement ou la non-conformité des véhicules en circulation et les déficiences de la signalisation routière. Elle se produit même après les accidents qui donnent lieu, très souvent, trop souvent même, à des scènes de violence. De tous les aléas, vulnérabilités, dangers et risques de sécurité de la route, nul n'est à l'abri en Haïti, ainsi que les touristes qui veulent visiter le pays. Il est très difficile de développer le tourisme avec un transport en commun aussi risqué et sans avoir aucune norme qui soit respectée. L'impraticabilité des routes, le mauvais état des véhicules, la résilience des passagers, l'irresponsabilité de nos autorités, autant de variables dont il faut tenir compte dans la problématique du transport en Haïti. Certains efforts ont été déployés ces dernières années par le secteur privé pour améliorer la situation, mais les inquiétudes persistent et elles sont fortes. Il faut bien dire que les autorités compétentes n'ont quasiment jamais montré d'intérêt à l'idée d'assurer le service de transport en commun. En attendant, on ne cesse de compter les nouvelles victimes sur la route. Le transport en commun non organisé représente une contrainte majeure pour le développement touristique. Il devient important et urgent de régulariser cette situation chaotique par des investissements dans l'infrastructure routière, les réglementations de la circulation et une bonne organisation de la population et particulièrement des touristes en matière de sécurité routière. Haïti étant une île, la meilleure façon de se déplacer serait par bateau. Haïti a intérêt à développer et organiser un système de déplacement par mer pour les provinces et certains circuits de la capitale avec des règlements bien stricts, ce qui pourrait contribuer à diminuer l'embouteillage et l'image chaotique de la circulation haïtienne. Le développement du transport en commun par train est un atout majeur pour les provinces, afin de réduire les accidents de la route et de favoriser le transport des biens et des personnes. Cela pourrait se faire, par exemple, dans le cadre de partenariats publics-privés entre l'État haïtien et certaines grandes firmes à travers le monde spécialisées dans la fabrication ou le transport par train.
L'espérance de vie des Haïtiens n'est de l'ordre que de 63 ans. En République dominicaine, elle est de 73, ainsi qu'en Jamaïque. La malnutrition, les mauvaises conditions sanitaires, les épidémies en sont entre autres les principales responsables du sous-développement. Mais ces facteurs ne sont pas les seuls responsables du sous-développement en Haïti. Les organismes internationaux, les spécialistes en la matière et militants en droits des humains sont unanimes à reconnaître que la corruption est une entrave pour le développement durable en Haïti. La corruption est une menace. Elle constitue un véritable obstacle et une gangrène. L'indice global de compétitivité et de perception d'indice de corruption en Haïti, avant le dernier classement mondial, classé Haïti 138 sur 140 pays en termes de compétitivité. Le rapport du Forum économique mondial, publié en 2018, place notre pays dans une position vraiment très inconfortable. Haïti, sur 140 pays au monde, occupe la 138e position. Haïti est 131e sur 140 pays à être les plus corrompus au monde. Que doit donc faire l'État pour inciter les Haïtiens vivant à l'étranger à être des acteurs du développement? Comment créer un pont solide et durable entre Haïti et sa population vivant à l'étranger, capable de contribuer au développement durable en Haïti? Le développement est avant tout une question de ressources humaines, bien formées et ayant les moyens financiers adéquats pour la mise sur pied et la réalisation des projets. Les transferts d'argent de la communauté haïtienne vivant à l'étranger dépassent celles de l'aide internationale. Nous devons d'abord donner une garantie légale à la diaspora, faire des changements au niveau de la Constitution et des faire des changements au niveau de la Constitution et des propositions de loi capables de faciliter l'intégration réelle de la diaspora dans tous les domaines. Il faut que les Haïtiens vivant à l'étranger soient capables de voter dans les consulats, dans les ambassades à l'étranger ou en Haïti. Les Haïtiens vivant à l'étranger doivent être en mesure de pouvoir poser leur candidature à tout poste électif. Il faut souligner que l'amendement de la Constitution doit reconnaître la double nationalité. Travailler avec les pays développés dans le cadre d'une coopération pour que les Haïtiens qui enseignent dans les grandes universités puissent venir enseigner en Haïti, enseigner en Haïti tout en gardant leur salaire et leurs privilèges. Mettre sur pied des mécanismes afin de faciliter les transferts de connaissances dans presque tous les domaines. Il faut également que la diaspora participe au gouvernement haïtien. Non seulement la diaspora pourra accéder à n'importe quel poste, mais il faudrait que le ministre des Haïtiens vivant à l'étranger soit lui-même issu de la diaspora. Comment faire? Il faudra mettre sur place, par exemple, un congrès de la diaspora. Chaque pays où il y a un certain nombre d'Haïtiens devra monter un comité représentatif. Ce comité élira un membre. Chaque membre élu
dans plusieurs pays formera le Conseil consultatif de la diaspora. Le dit conseil désignera à la majorité son représentant au sein de l'exécutif. Le rôle du ministre des Haïtiens vivant à l'étranger sera d'adresser un cahier de doléances pour la diaspora et par la diaspora. Identifier dans une banque de données étroite avec les consulats et les ambassades d'Haïti à l'étranger les différentes compétences qui existent à travers le monde dans les domaines dont Haïti a grandement besoin. Identifier et encadrer les potentiels investisseurs d'origine haïtienne. Ceux qui ont des projets qui veulent avoir l'encadrement de l'État à travers le Centre de facilitation des investissements. Je propose la création de la Banque de développement des Haïtiens vivant à l'étranger. Avec des succursales dans diverses et dans toutes les grandes villes où se trouve la communauté haïtienne, la mission de cette banque est de financer la production nationale. Il y aurait les graisse cochon qui cuit de cochon. La diaspora pourra faire des placements à des conditions très avantageuses et à des taux très compétitifs aussi. Les membres de la diaspora pourront investir directement dans certains projets identifiés par l'État ou par des particuliers. Un groupe d'investisseurs de la diaspora peut soumettre un projet à la banque. Des études pourront se faire sur l'importance du projet en termes de création de richesses et d'emplois. Après un certain temps, l'État pourra se départir de ses actions pour que l'entreprise devienne à 100% privée. Comment investir l'argent placé par la diaspora afin de financer la production nationale, me direz-vous? Un cours d'entrepreneuriat sera obligatoire pour tous les étudiants finissants. Une obligation pour les étudiants de monter des projets de groupe à vocation de création d'emplois dans le cadre de la production nationale, dans différents domaines. Les meilleurs devoirs seront acheminés à des gestionnaires de portefeuille pour supervision et recommandation. Il nous faudra transformer les groupes en sociétés anonymes et financer ces projets. Un bureau de crédit est obligatoire afin de mettre sur pied un système de score credit comme il se fait ici aux États-Unis. L'objectif est de créer des petites et moyennes entreprises à travers tout le pays capables de déboucher à la création de richesses, diminuer de manière considérable le taux de chômage, combattre l'augmentation du taux du dollar par l'exportation de nos différents produits et par conséquence diminuer l'inflation. Une telle dynamique nous permettra d'avoir une nouvelle classe de jeunes entrepreneurs. Il nous faudra aussi une nouvelle loi sur la gestion de l'ONA. Un conseil d'administration doit coiffer l'ONA car les dirigeants doivent être des financiers, des techniciens, des experts en la matière et non des sympathisants. L'argent des contribuables doit générer des intérêts afin qu'ils puissent être utilisés pour faire face à l'inflation au moment du départ à la retraite. Les fonds de l'ONA pourront être placés dans la banque de développement afin qu'ils soient rentables. Encourager tous les gens de la diaspora à venir planifier leurs vacances en Haïti et dépenser en Haïti. D'après certains experts, les richesses du sous-sol haïtien sont estimées à plus de 15 milliards de dollars. Dans un pays où 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté et où les manques de moyens de l'État sont criants, de tels chiffres laissent rêveurs. Près de 4000 km², principalement dans les montagnes du Nord, soit 15% du pays, sont déjà en concession minière. Haïti serait assis sur une mine d'or. Ces terres recèleraient de grandes quantités d'or, de cuivre, d'argent, d'autres minerais, on parle aussi du pétrole.
L'exploitation de ces ressources serait une bonne porte de sortie pour Haïti pour sortir finalement du sous-développement. Cependant, il faut une nouvelle loi qui remplace celle de 1976 sur l'industrie minière. Les lois sont là, mais malheureusement, le plus souvent, ce sont des lois qui sont anciennes, obsolètes. Les exploitations doivent servir à sortir Haïti du marasme économique et soulager la souffrance de la population haïtienne. Elles ne sont pas là pour servir uniquement à enrichir les compagnies minières ou un petit groupe d'individus corrompus au détriment des intérêts généraux du pays. Depuis les 30 dernières années, Haïti n'a jamais connu de projet de grande envergure visant à l'amélioration durable des conditions de vie de la population. Malgré de rares moments de prospérité apparente, où il a semblé que le pays décollait enfin, le bilan économique global dépassé est pour le moins décourageant. L'analyse des résultats relève l'impuissance persistante à compenser les effets de l'explosion démographique soutenue. Depuis toujours, les besoins collectifs semblent croître en proportion de la réduction des ressources nécessaires pour les satisfaire. Cet inventaire désastreux est sans cesse aggravé par une incapacité endémique à établir une gouvernance efficace et la stabilité socio-politique à concevoir la base économique au-delà de l'agriculture et du commerce. On se rend compte que depuis ces 30 dernières années, aucun régime politique n'a jamais vraiment réussi à mettre l'économie de la nation sur les rails de la prospérité. Aucun d'eux n'a pu, de manière convaincante, tirer les conséquences concrètes d'une estimation systématique des ressources aux besoins du pays, ainsi que des réalités régionales et mondiales. Une telle analyse eût permis la définition et la mise en œuvre de politiques économiques aptes à assurer l'accroissement de la richesse nationale et l'amélioration des conditions de vie de la population. Ce déficit de leadership économique a conduit le pays vers une économie de subsistance ou de survie. Pas de politique industrielle par laquelle l'État haïtien aurait pu stratégiquement utiliser ces divers moyens de politique, surtout son action sur le système bancaire et financier pour soutenir, à décourager certaines industries sur la base d'avantages comparés et spécifiques. En l'absence d'un État qui remplisse son rôle de promoteur et d'accompagnateur du développement, l'économie haïtienne n'a eu d'autre choix que d'évoluer dans l'agriculture, d'une part, et de l'autre, part dans l'économie et le service. Il nous faut une nouvelle stratégie pour la croissance économique en Haïti. Le rôle de l'industrialisation dans la création d'emplois et de richesses est confirmé depuis longtemps dans la littérature économique. De nombreuses nations se sont libérées du piège de la pauvreté par la voie de l'industrialisation. On peut rapidement évoquer les principaux bénéfices tout en soulignant qu'elle doit découler d'une stratégie bien conçue qui prenne en compte les avantages comparés de l'économie mondiale. Une stratégie appropriée à l'industrialisation durable peut favoriser l'amélioration du niveau de vie de la population pour l'augmentation ininterrompue du revenu national, pourvu que le crédit soit accessible à tous. Nous n'avons pas de banque de financement en Haïti, malheureusement, nous devons commencer à y penser. La République d'Haïti subit les méfaits d'une crise socio-politique aggravée de désastres économiques qui a fait passer une part grandissante de la population haïtienne de la pauvreté à la misère. Il est temps que cela cesse et qu'enfin Haïti soit au centre des intérêts supérieurs des décideurs de la nation. Il ne peut y avoir de développement économique d'Haïti sans une harmonisation entre les différents pouvoirs de l'État. Un État devenu résolument stratège qui voit à doter le pays du cadre légal, réglementaire et institutionnel apte à inciter les investissements directs dans les infrastructures, en eau, en électricité, en télécommunications,
en ports et aéroports, de manière à ramener les coûts d'exploitation à des niveaux compétitifs d'un point de vue des tarifs pratiqués ailleurs dans la Caraïbe. Haïti peut sortir de la misère. Pour ce faire, il faut canaliser les énergies en vue d'une meilleure gestion et d'une meilleure utilisation des ressources, sous la conduite d'un État stratège, chef d'orchestre efficace, patriotique, intègre, humaniste du développement. Un État œuvrant résolument à l'accroissement de la richesse nationale et à l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Nous devons passer de l'improvisation à la planification. Vive Haïti. Alors, restaurer la sécurité. C'est une des plus gros chantiers d'après moi, une des plus grandes priorités que nous avons besoin pour nous mettre devant en Haïti. Tout autant nous pas qu'à instaurer, imposer un climat sécuritaire dans le pays, rien pas jamais capable de faire. Ou pas qu'à déplacer. C'est difficile pour commencer à parler de développement et d'investissement durable en Haïti si nous pas gérer l'insécurité. L'insécurité là la taille bandane dans le pays. On connaît un pile dans nous, nos communautés haïtiennes qui vivent à l'étranger, nous pouvons rentrer dans le pays à cause de l'insécurité. Qui j'en nous le faire? Ou besoin de renforcer la police nationale d'Haïti? Ou il y a moins de 15 000 policiers en Haïti? Côté où tu as besoin peut-être 60 000 pour tout le pays. En cas de jour, par exemple, nous connaissons la famille Bennett, c'est au boy qui sorti. Au boy, il y a environ 40 000 personnes qui vivent là. Ou il y a moins que 4 policiers dans la ville là, pour tout le monde. Pas besoin de dire rien encore. La police, il faut que nous renforcions, il faut que nous balle moyens pour le travail, il faut continuer à entraîner. Mais ce n'est pas la police seulement, il faut qu'on renforce le système judiciaire. Tout. Parce que je me garantis, moi qu'on a un pile policier qui dit moi, il bouqué, ouais, il fin arrêté un vagabond. Pour même vagabond, ça prend la rue demain matin parce que le a un ami qui est bien placé. Donc, la sécurité, c'est un des plus gros chantiers que nous méritons adresser le plus vite que possible. Merci. Merci, M. Duvalier, pour la réponse. Je dois vous avouer qu'on a beaucoup de questions. Qu'avez-vous l'intention de faire avec la Chambre, enfin la Chambre des sénateurs et des députés, donc avec la Chambre qui soit intention de faire avec sénateurs et députés, ça y est, soit arrivé président. On allait rapidement. Question intéressante, hein? What are your opinions of the current situation of Haiti? Qui opinion de situation actuelle dans le pays d'Haïti, soit arrivé élu? Encore une fois, mon cas posé question, non pas en élection, c'est pas encore le candidat, mais quand même M. Duvalier va répondre. Donc, qui soit envie fait pour stabilité pays, évidemment, avec sa capacité en Haïti. Et puis, m'a choisi question ça, c'est vraiment sur les volets, je pas juste choisi comme ça, je juste prends yo. Pour qui ça? Ou pas dit rien dans l'événement qui a passé en Haïti, dans le dernier temps ça yo, c'est M. Ford Niveau encore qui pose la question. Il y a plusieurs autres questions, grand pile vraiment, mais mes amis, pas grand pile temps. M. Duvalier, je vous laisse répondre à ces 3 questions. Qui ça nous pourrait le faire avec le Parlement, hein? Quoi, c'est plus gros question à soi. Fais-yo passer un examen? C'est ça? On clean up? Ok. Écoutez, dans tout pays démocratique, il y a 3 branches. L'exécutif, le judiciaire et le législatif. Le problème, c'est pas le Parlement lui-même. Ce sont les élus qui s'y trouvent. Ce sont les élus qui s'y trouvent. Il faut que nos concitoyens nous suspendent de voter pour 1000 gouttes. Il faut que nous votions avec conscience, nous. Il faut que nous suspendions de voter, moun qui marché sous slogan seulement.
qui n'a pas aucun plan pour payer. Le Parlement n'a pas de problème. C'est une série de monde dedans qui n'a pas de problème. Nous ne pouvons pas condamner tout le Parlement tout parce que il y a des gens de bien là-dedans, mais malheureusement, il y a minoritaires. Et nous voyons ça dernièrement. Les élus ne remplissent pas leurs responsabilités envers le mandat. Il y a le travail qui peut faire au niveau du Parlement, mais je laisse le soin à nos constituants de revendiquer ces droits. Moi, je pense que le Parlement a fonctionné comme là, il n'a pas fonctionné dans l'intérêt général de la population. Il fonctionnait seulement dans l'intérêt particulier, dans l'intérêt individuel, dans l'intérêt d'un petit groupe de monde qui est là pour défendre l'affaire par eux. Okay. Pas développer. Premièrement, il faut que nous rétablissions l'autorité de l'État. Il faut que nous rétablissions l'autorité de l'État et il faut que nous campions à faire zamita et non toute branche de l'État. Haïti vient tourner sa moelle en médiocratie. Nous avons un paquet médiocre dans un paquet de postes qui est trop important pour l'avenir du pays. Haïti vient tourner sa moelle tout en kleptocratie. Haïti vient tourner en coffre-fort pour les gens viennent piller sans arrêt. Nous avons pour nous rétablir l'autorité de l'État, nous avons pour nous mettre des gens qui ont compétences dans ce job-là. À faire militance dans le poste de l'État, il faut qu'il campe, il faut qu'il fasse place à la compétence. De plus, il faut que l'improvisation quitte place pour planification. Okay? Renforcement du système judiciaire à tout. Revoir toute loi que nous gagnons dans le pays, moderniser, utiliser la technologie moderne qui est à disposition de nous. Vous comprenez? En réalité, nous ne pouvons pas nous mentir. Nous ne sommes jamais capables d'éliminer la corruption à 100%. La corruption à tous côtés, il y a un plus gros pays lié tout. Mais vous mettez en place un système qui est assez fort pour capable limiter le maximum. OK? Côté que au lieu que c'est 90, 95, 99% richesse payée à piller ou limiter le maximum ou 99% richesse payée à profiter à toute population en net. Mesdames et messieurs, nous passons un très bel moment avec nous. Merci. Moi remercie nous toutes qui viennent. On connaît quelqu'un qui vient de très loin. Moi remercie toute l'équipe là, encore une fois. Carline, Marie-Denise, Loulou et toute l'équipe là. Monsieur François, Monsieur Saint-Louis, toujours un plaisir de vous rencontrer. Mesdames et messieurs, je vous souhaite une bonne soirée.